Et si je te disais que l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser pour transformer ta vie financière prend moins de 2 minutes par jour, ne coûte absolument rien, et que la quasi-totalité des gens le trouvent trop ennuyeux pour le faire? Tu as probablement déjà entendu ce conseil. Note tes dépenses, tiens un budget, suis tes finances. Et tu as probablement répondu mentalement ou à voix haute, je sais à peu près ce que je dépense. Ou peut-être, c'est trop contraignant. Ou, encore, ça ne change rien au fond du problème. Et c'est exactement là que réside le piège, parce que noter ses dépenses ne ressemble pas à un acte puissant. Ça ressemble à de la comptabilité ennuyeuse, à de la bureaucratie personnelle, à quelque chose que font les gens anxieux avec leur argent, pas les gens qui construisent de la richesse. Mais tu te trompes, et cette erreur de perception te coûte peut-être des milliers d'euros chaque année, sans que tu t'en rendes compte. Reste avec moi. Parce que derrière cet acte apparemment trivial se cache une vérité psychologique profonde sur la façon dont nous prenons des décisions financières, sur la façon dont nous nous mentons à nous-mêmes et sur la façon dont la conscience transforme le comportement. Imagine Sophie, 37 ans, professeure à Bordeaux, revenu stable, pas extravagant, mais suffisant. Chaque mois, elle a l'impression de gérer raisonnablement son argent. Elle ne fait pas de folie. Elle n'a pas de dette importante. Et pourtant, inexplicablement, à la fin du mois, l'argent a disparu. Pas spectaculairement, juste disparu, comme de l'eau entre les doigts. Un jour, par curiosité plus que par conviction, Sophie commence à noter chaque dépense dans un carnet. Pas pour se juger, juste pour voir. Ce qu'elle découvre en 30 jours change sa relation à l'argent de façon irréversible. Pas parce qu'elle découvre une dépense catastrophique, pas parce qu'elle réalise qu'elle achète des choses inutiles de façon irresponsable, mais parce qu'elle se voit, pour la première fois, vraiment. Et ce qu'elle voit ne correspond pas du tout à l'image qu'elle avait d'elle-même. Ce phénomène a un nom dans la psychologie comportementale. On l'appelle l'illusion de la mémoire financière. Et il touche pratiquement tout le monde. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et auteur de Système 1, Système 2, a passé des décennies à démontrer que le cerveau humain est fondamentalement mauvais pour évaluer les improbabilités, les montants cumulés et les tendances dans le temps. Nous avons une tendance naturelle à surestimer nos grandes dépenses et à complètement ignorer la somme des petites. Ce que les chercheurs appellent la négligence de la petite valeur, l'incapacité cognitive à percevoir comment des dépenses modestes, répétées fréquemment, s'accumulent en sommes considérables. 4 € de café, 6 € de livraison, 12 € d'abonnement oublié, 9 € d'achat impulsif. Individuellement, rien. Collectivement catastrophique. Et voici le concept central d'aujourd'hui, le miroir financier. Noter ses dépenses n'est pas un exercice de comptabilité. C'est un exercice de conscience de soi. C'est créer un miroir dans lequel tu peux voir, sans filtre, sans distorsion, sans l'anesthésie du quotidien, qui tu es réellement dans ta relation à l'argent. Et la plupart des gens ont peur de ce miroir, pas consciemment. Mais cette peur se manifeste exactement dans la résistance que tu ressens quand quelqu'un te suggère de noter tes dépenses. Cette résistance n'est pas de la paresse, c'est de la protection. Protection contre quoi? Contre la vérité. Parce que tant que tu ne regardes pas vraiment, tu peux maintenir l'histoire confortable que tu te racontes. Je suis raisonnable avec l'argent. Je n'ai pas de mauvaises habitudes financières. Si j'avais un meilleur salaire, tout irait bien. Le miroir financier détruit ces histoires. Et c'est précisément pour ça qu'il est si puissant. Explorons maintenant la première dimension de ce pouvoir, l'effet d'observation. En physique quantique, il y a un principe fascinant. Observer une particule change son comportement. Ce principe, adapté à la psychologie humaine, s'appelle l'effet Hawthorne. La tendance des individus à modifier leur comportement simplement parce qu'ils savent qu'ils sont observés. Quand tu notes tes dépenses, tu t'observes toi-même. Et cette auto-observation change immédiatement tes comportements, souvent sans effort conscient.
Des études en psychologie financière montrent que les personnes qui suivent leurs dépenses de façon régulière réduisent leur consommation non essentielle de 15 à 20% en moyenne. Non pas parce qu'elles se restreignent délibérément, mais simplement parce que la conscience change la décision. La prochaine fois que tu es sur le point d'acheter quelque chose d'impulsif, le simple fait de savoir que tu vas devoir l'écrire crée une micropause. Et dans cette micropause réside tout le pouvoir de la décision consciente. Charlie Munger parlait de l'importance des checklists mentales dans chaque domaine de décision complexe. Le journal de dépenses est la checklist financière la plus élémentaire et la plus efficace. La deuxième dimension est ce que j'appelle la révélation des schémas invisibles. Nos dépenses ne sont pas aléatoires. Elles suivent des patterns profondément liés à nos états émotionnels, à nos cycles de stress, à nos déclencheurs psychologiques. Mais ces patterns sont invisibles tant que tu n'as pas de données. Quand Sophie a regardé son carnet après 30 jours, elle n'a pas juste vu des chiffres. Elle a vu une carte de ses émotions. Elle a vu que ses dépenses impulsives explosaient le mercredi soir. Après une semaine chargée, avant le week-end, elle a vu qu'elle dépensait beaucoup plus quand elle scrollait sur les réseaux sociaux le soir. Elle a vu que certaines catégories de dépenses, les vêtements notamment, étaient liées à des périodes de stress professionnel. Ces révélations sont impossibles à obtenir par l'intuition seule. Notre cerveau est trop occupé à gérer le présent pour percevoir les tendances du passé. Les données, elles, ne mentent pas, et une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus l'ignorer. C'est la magie du miroir financier. Ray Dalio, dans sa philosophie de prise de décision, insiste sur un principe fondamental. Pour améliorer quelque chose, tu dois d'abord le comprendre tel qu'il est réellement, pas tel que tu voudrais qu'il soit. Le journal de dépenses est exactement cet outil. Il te donne la réalité, pas ta perception de la réalité. La troisième dimension touche à la relation entre les petites dépenses et la grande richesse, et c'est peut-être la plus importante. Il y a une équation que les gens qui construisent de la richesse comprennent intuitivement et que les autres ignorent souvent. La richesse n'est pas créée par une grande décision, elle est créée par 1000 petites décisions, répétées sur des années. Benjamin Graham appelait cela la discipline de l'accumulation. Pas l'accumulation de grandes sommes à investir, l'accumulation de petites disciplines, jour après jour, qui créent progressivement une marge, un espace entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, qui peut ensuite être déployé pour construire de vrais actifs. Mais cette marge ne peut pas exister si tu n'as pas conscience de là où l'argent part. Tu ne peux pas optimiser ce que tu ne mesures pas, et tu ne peux pas mesurer ce que tu ne notes pas. Peter Drucker, le père du management moderne, a dit « Ce qui se mesure se gère ». Cette vérité s'applique aux entreprises. Elle s'applique encore plus brutalement aux finances personnelles. La quatrième dimension est psychologique et souvent ignorée. Noter ses dépenses crée une relation adulte avec l'argent. La plupart des gens ont une relation infantile avec l'argent, non pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens littéral. Une relation d'évitement, de déni, d'émotions non régulées. On dépense pour se récompenser, pour se consoler, pour signaler un statut social. On évite de regarder les relevés bancaires parce que ça génère de l'anxiété. On reporte les décisions financières parce qu'elles semblent trop complexes ou trop douloureuses. La pratique quotidienne de noter ses dépenses, de s'asseoir, même 2 minutes, avec la réalité de sa situation financière, est un entraînement à la maturité financière. C'est apprendre à regarder l'argent avec des yeux calmes, rationnels, non réactifs. C'est construire la capacité à traiter l'information financière sans que l'amygdale prenne le contrôle. Et cette capacité, cette régulation émotionnelle autour de l'argent, est ce qui permet ensuite de prendre de bonnes décisions d'investissement, de négocier un salaire, de résister à la pression sociale de consommation. Naval Ravikant dit que la liberté financière est avant tout une liberté mentale, une liberté par rapport à l'anxiété autour de l'argent.
Et cette liberté commence par regarder la réalité en face régulièrement sans la fuir. Maintenant, parlons de la résistance, parce que je sais ce que tu penses. C'est trop contraignant. J'ai essayé, ça ne dure jamais. Les applications font ça automatiquement, pas besoin de le faire manuellement. J'ai d'autres priorités. Ces objections sont réelles, mais elles méritent d'être examinées honnêtement. C'est trop contraignant. 2 minutes par jour. C'est le temps d'un épisode de publicité sur YouTube. Si ta liberté financière ne vaut pas 2 minutes par jour, alors peut-être que la liberté financière n'est pas vraiment ta priorité. Et c'est une information importante sur toi-même. J'ai essayé, ça ne dure jamais. La question n'est pas de tenir 100 jours parfaitement. La question est de recommencer chaque fois que tu t'arrêtes. La résilience dans une habitude est plus importante que la perfection. Warren Buffett n'a pas construit Berkshire Hathaway sans interruption et sans erreur. Il a construit une direction générale, avec des corrections en cours de route. Les applications font ça automatiquement. Elles peuvent t'aider. Mais il y a une différence neuroscientifique entre voir des données dans une application et les écrire de ta propre main. L'acte physique d'écrire active des zones cérébrales liées à la mémoire et à l'intégration émotionnelle que le numérique passif ne stimule pas. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la neurologie, et voici le coût réel de ne pas le faire. Chaque mois sans miroir financier est un mois où les schémas invisibles continuent de se répéter, où les petites fuites continuent de vider lentement le réservoir, où la distance entre toi et ta réalité financière grandit, et avec elle, l'anxiété, le sentiment de perte de contrôle, l'impression que l'argent est quelque chose qui t'échappe plutôt que quelque chose que tu maîtrises. Sur 10 ans, cette ignorance consentie peut représenter des dizaines de milliers d'euros non épargnés, non investis, non transformés en actifs, non en richesse, non en liberté. Le coût de l'ignorance financière n'est pas gratuit. Il est juste payé de façon différée, invisible, et souvent par des versions futures de toi-même qui n'ont pas encore voix au chapitre. Revenons à Sophie. 30 jours après avoir commencé son carnet, Sophie n'est pas devenue riche. Mais elle est devenue quelque chose de plus précieux à court terme. Elle est devenue consciente. Elle a vu exactement où partait son argent. Elle a identifié 3 dépenses régulières qu'elle n'associait à aucun plaisir réel. Des abonnements oubliés, des achats automatiques, des habitudes mortes. Elle a réalisé que ces dépenses émotionnelles du mercredi soir représentaient une somme significative sur l'année. Elle a fait de petits ajustements. Pas un régime financier draconien, pas une vie de privation, juste quelques changements informés et précis chirurgicaux. Et en 6 mois, elle avait créé une marge mensuelle qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Une marge qu'elle a commencé à investir, régulièrement, automatiquement. L'investissement a suivi la conscience, pas l'inverse. C'est toujours ainsi que ça se passe pour ceux qui construisent vraiment quelque chose. La richesse ne commence pas dans un portefeuille d'actions. Elle commence dans un carnet. Elle commence dans l'acte humble, quotidien, presque ridicule, de noter ce que tu as dépensé aujourd'hui. Parce que dans cet acte réside quelque chose d'extraordinaire, le choix de te regarder vraiment, de refuser le confort de l'illusion, de décider que la vérité de ta situation financière est quelque chose que tu peux regarder sans détourner les yeux. Et cette décision, de voir plutôt que d'éviter, est la première décision de quelqu'un qui construit réellement sa vie plutôt que de la subir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse le mot « miroir » en commentaire. Pas pour l'algorithme, mais parce que s'engager à se voir vraiment est un acte courageux qui mérite d'être nommé. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer ensemble la psychologie profonde de la richesse consciente. Parce que ce canal existe pour une seule raison. T'aider à voir plus clairement, décider plus lucidement et construire plus intentionnellement. La conscience est le premier actif. Tout le reste vient après.